Bonjour et bienvenue dans cette série de billets que je me propose de publier. Notre objectif est de faire connaître les activités du Fonds international pour les études chinoises et pour expliciter le sens de notre démarche. Pourquoi cette fondation? Pourquoi maintenant? Pourquoi le monde chinois? Je partirai de mon cas personnel. J'ai commencé l'apprentissage du chinois il y a un peu plus de 50 ans, à une époque où, en France, la Chine n'avait aucune visibilité. La Chine, c'était le domaine des diplomates, bien sûr, le domaine d'un tout petit groupe de spécialistes, les sinologues, comme on les appelle, et puis d'un groupe encore plus petit de spécialistes des sciences sociales qui cherchaient à décrypter cette société et ce système politique particulier. Aujourd'hui, la Chine est à notre porte. On pourrait même dire qu'elle est presque dans notre assiette. Il ne se passe pas un jour sans qu'en France, dans un média, on publie quelque chose en relation avec la Chine. Que s'est-il passé au cours de ces 50 ans qui explique cette transformation? On le sait, en 1976, celui qui a le plus martyrisé sa propre population, Mao Tse-tung, a disparu et l'un de ses successeurs a pris le pouvoir, Deng Xiaoping, un homme sans grand panache, mais un homme pragmatique, un homme avec une grande résilience politique, une grande équité politique aussi, et un objectif, faire de la Chine un pays puissant. Quelque chose qu'il concevait comme étant parfaitement compatible avec le maintien du système politique tel qu'il s'est établi après 1949. Et il a engagé une politique dite de réforme et d'ouverture qui a suscité en France beaucoup d'attrait, de fascination. On y a vu la possibilité d'un très grand marché, on y a vu la possibilité d'une Chine se transformant en un pays ouvert, voire pour les plus optimistes démocratiques. Et il y a eu de ce point de vue-là beaucoup d'illusions. Une grande désillusion aussi, bien sûr, en 1989, au moment de la répression du mouvement étudiant. Et puis après ce coup de froid, Deng Xiaoping, là encore très pragmatique, a relancé le processus des réformes. Et on peut dire que c'est véritablement à partir du milieu des années 90 que la Chine se met sur une trajectoire qui lui permet, en 2 décennies, d'accomplir une transformation, une hausse du revenu de sa population, de sortir une grande partie de celle-ci de la pauvreté véritablement, et il n'y a pas de doute là-dessus, et de se projeter sur la scène internationale. Et bien sûr, le moment le plus emblématique de ce parcours ont été les Jeux Olympiques de 2007 à Pékin, qui était une sorte de point d'orgue. Un point d'orgue, mais pas un point final, puisque cette trajectoire ascendante s'est poursuivie jusqu'à très récemment. La Chine est passée du stade où elle produisait des éléments que l'on pourrait qualifier d'élémentaires, des jouets, des vêtements, puis elle s'est dotée d'une industrie automobile, et puis maintenant, elle est le pays qui produit l'essentiel des photovoltaïques, elle est le pays qui maintenant dispose d'une palette incroyable d'instruments d'intelligence artificielle. Qu'avons-nous fait en France pour être à la hauteur de cette transformation? De quelle expertise disposons-nous pour analyser, comprendre la Chine d'aujourd'hui? La Chine n'est pas, pour moi, une menace, elle n'est pas non plus un danger, elle est avant tout un défi. Elle est tout d'abord un défi pour elle-même, car, en effet, aujourd'hui, même si on la voit comme un pays extrêmement puissant, c'est aussi un pays qui connaît un certain nombre de fragilités, un certain nombre de limites. Et ces limites et ces fragilités, elles nous concernent, car si la Chine devait connaître une crise importante, cela aurait des répercussions considérables sur nous-mêmes. Et le constat que l'on peut faire, c'est qu'en fait, nous ne disposons pas de l'expertise, de la connaissance que nous devrions avoir pour appréhender le mieux possible et interagir le mieux possible avec le monde chinois.
Où sont produites les connaissances fondamentales sur la Chine en France? Elles sont produites à l'université. Elles sont produites dans les institutions de recherche et d'enseignement supérieur. Mais malheureusement, dans ces institutions, le monde chinois est totalement sous-représenté. Ce sera l'objet de mon deuxième billet qui nous emmènera faire un tour de France de nos ressources. Merci pour votre attention et à bientôt.